La littérature à l'honneur aujourd'hui dans MOE avec vous, Asaf Filali, dans votre dernier roman, Malentendu, ES à la fin du mot, vous racontez l'histoire d'Emna. C'est une avocate tunisienne de la capitale, Tunis. Elle accepte une mission à Djerba en pleine canicule. Il fait chaud, très chaud. Quelle est sa mission au juste ? Alors, la mission d'Emna consiste à aller à Djerba, donc, dans un village, une bourgade rurale qui s'appelle Tesdaïn. Et il s'agit pour elle d'évaluer le degré de sens civique, d'autonomie, de liberté des femmes rurales, afin d'aider à la mise en place de centres à travers toute l'île. Et donc, c'est une enquête qu'elle est tenue de faire, et elle est également tenue de résider sur place pendant 2 mois. Et là, elle va voir très vite ses propres repères qui vont vaciller. Pourquoi va-t-elle être percutée par ces idées reçues ? En vérité, les choses vont se faire très progressivement à travers le texte. Il va y avoir plusieurs rencontres avec les Djerbiennes, justement. Et peu à peu, notre Emna va découvrir un univers insolite. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle trouve. Et elle est confrontée à des femmes, d'abord, qui la reçoivent avec beaucoup d'amitié, mais un petit peu de condescendance. Faire tout ce chemin pour venir vérifier si nous avons des cartes d'identité, lui demande l'une d'elles. Mais à quoi peuvent servir les cartes d'identité ? Sûrement pas à payer le boucher ou le vendeur de légumes. Donc déjà, il y a une espèce de mise à distance d'Emna qui la déconcerte, qui la fait vaciller un peu. Et puis petit à petit, des liens d'amitié se nouent avec ces femmes. Et quelque part, Emna va être envahie par ces personnalités qu'elle ne pensait pas aussi libres, aussi fortes, aussi énergiques, malgré toutes les contraintes qu'elles subissent, malgré les traditions qui les enferment. Et c'est là le début, en vérité, de l'histoire. L'histoire commence de manière très, je dirais, conventionnelle, très officielle. Et puis après, elle dérape vers des chemins inattendus, un peu sinueux, et qui mènent à inverser, en vérité, les relations. Alors, un extrait. Sa mission ne changera en rien le monceau de tâches qui accable les femmes, le travail au champ sous un sirocco qui dessèche l'âme et le corps, les légumes à planter puis à cueillir, les poivrons à suspendre au mur du houch pour qu'ils perdent leur eau, aux siestes grenadines. Avec tout ça, on veut qu'elle se sente moderne en votant et en se promenant seule dans les magasins de Midoun, mais elle se fiche d'être moderne, ça ne leur apporte pas un rond. C'est là où aussi le modernisme apparaît comme un leurre quasiment. Un leurre, c'est trop dire, mais certainement pas une solution à tout. Et l'une des choses auxquelles aboutit ce texte, et qui moi-même me surprennent, parce que quand je commence une histoire, je ne sais jamais où elle va me mener, c'est de vérifier et de constater que le modernisme est en fait, si je puis dire, la partie émergée d'un iceberg. Il est vrai que c'est tout à fait important pour une femme d'avoir des droits civiques, que bien des femmes dans d'autres pays que la Tunisie se sont battues pour être les égales des hommes en matière de vote, en matière de liberté de déplacement, en matière de, par exemple, de droit à divorcer d'elles-mêmes. L'héritage. L'héritage, non, justement. C'est ça le petit hic. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, le droit, l'égalité face à l'héritage n'est pas acquise. C'est un combat. C'est un combat qui, pour l'instant, est un peu laissé de côté, étant donné la multitude d'autres combats qui agitent le pays. Mais donc tout ce que vous citiez, les droits civiques, le droit de vote, l'égalité femmes-hommes, en fait, ce n'est pas le firmament de la liberté et de la condition des femmes. Il y a autre chose aussi. Vous le disiez tout à l'heure, ces femmes djerbiennes, elles apparaissent parfois plus libres que des Tunisoises qui vont dans un centre commercial. Tout à fait. Parce que ces femmes prétendument modernes sont elles-mêmes engoncées dans une multitude de contraintes. Et il faut dire, là, pour expliquer un peu les choses, que les femmes tunisiennes ont reçu, en 1956, ça fait déjà près de 70 ans, quasiment en cadeau, des droits qu'elles n'avaient pas beaucoup réclamés.
pour lesquels elle ne s'était pas particulièrement battue. Et ces droits, il fallait bien qu'elle les mette quelque part. Donc elles les ont insérés dans les cases vides de cette grande maille qu'est leur existence. Et à partir de là, insérer est une chose, mais s'imprégner d'un droit, en faire quelque chose qui soit véritablement personnel, revendiqué, c'est un autre chemin, beaucoup plus long, beaucoup plus périlleux, beaucoup plus... Il y a aussi en filigrane un portrait de cette île, Djerba, qui pour beaucoup de touristes symbolise Djerba la douce. Là, c'est quand même une île dure pour ces femmes. Vous parlez de liberté, mais la condition, elle est quand même rude. Je voulais démystifier un peu ce cliché touristique. Certes, Djerba est une île d'une beauté à couper le souffle. J'en conviens, elle est magnifique, elle est superbe. Mais c'est aussi une partie du pays où les gens travaillent dur, où la sécheresse parfois rend les champs absolument très arides et absolument pas cultivables, fertile, où les conditions de vie ne sont pas toujours le fait de se dorer au soleil au bord de la mer. Donc il y a tout un côté un peu, disons, tout en douceur, tout en facticité, si je puis dire, que je voulais quand même un peu atténuer. Malentendu aux éditions Elisade, signé Aza Filali.